exemple, Christopher Lash qu'on va aborder ce soir, mais aussi Douglas Murray, Roger Scruton. Donc, c'est-à-dire des personnalités qui peuvent avoir un discours un petit peu conservateur, mais qu'on n'entend pas du tout, qui ne sont quasiment jamais mentionnés en France. Et à côté de ça aussi, je fais des vidéos des fois de géopolitique et sur des phénomènes de société bien précis. Donc voilà. Et très fréquemment, j'invite donc des personnes issues du milieu conservateur. Donc, j'ai invité par exemple Alexandre Cormier-Denis, qui est un nationaliste québécois, et Alice Cordier, donc la présidente du collectif Némésis. Donc voilà, sur ma chaîne, il y a à boire et à manger, et n'hésitez pas à y aller si vous ne me connaissez pas, et à me suivre, quoi. Je pense que vous allez vous régaler. Si vous êtes chez Génération Z, vous allez forcément vous régaler, quoi. Ouais, c'est bon, on m'entend, désolé. On avait déjà reçu excusez-moi. Oui, c'est bon. On avait déjà reçu le doc pour une conférence sur le choc des civilisations, c'est ça? C'était il y a à peu près un mois Ah sur ouais, Discord ouais. et puis voilà, on a décidé de refaire une petite conférence sur Twitch parce que, bah, il y avait, tu nous avais proposé pas mal de sujets qui étaient intéressants et dont, justement le la culture du narcissisme de Christopher Lasch qui est, comme tu me disais en privé un peu, un texte qui est pas forcément, très connu et qui pourtant apporte, pas mal de choses au débat d'idées. Donc ça peut être une bonne chose. Normalement, c'est bon, tout le monde te voit, tout est bon pour vous? Je sais pas si vous pouvez me faire un petit retour dans le chat? Normalement, tout est fonctionnel et tout est opérationnel. Est-ce que l'équilibre au niveau du son est bon? Est-ce que la caméra est bonne? Normalement, c'est pas trop pixelisé, tout est bon? Tout est bon? OK, bah, c'est parfait. Je pense qu'on va commencer sans plus attendre. Nous voyons et entendons très Ouais. bien. C'est parfait. Bah, nickel, merci beaucoup du Mm. retour. Il y a eu un peu de complications, mais bon, c'est une première, à écoutez. Donc je vais te laisser, commencer ta conférence. Ça va durer une petite heure, comme tu as dit et puis ensuite on fera 30 minutes de questions, donc réservez vos questions, posez-les à la fin. Vous pouvez les poser pendant, on va essayer de les noter, mais gardez-les principalement pour la fin, c'est toujours plus simple et voilà et merci de nous rejoindre. N'hésitez pas à faire, le point d'exclamation invité pour rejoindre également la chaîne YouTube de du doc. J'ai mis un petit lien exprès avec une petite présentation, donc voilà, n'hésitez pas à utiliser ça et je vous laisse profiter de la conférence et vous êtes en bonne compagnie normalement. Alors moi, de mon côté, je vais enregistrer, parce que pour ceux qui ne viendront pas, il faut qu'il y ait, on va dire, une rediffusion. Donc j'enregistre dans 3, 2, 1. Alors, bonjour à tous. Donc, merci d'être venus donc pour cette conférence sur la culture du narcissisme de Christopher Lasch. Je sais que ce soir, il y avait la finale, mais on reconnaît ceux qui ont voulu un petit peu se cultiver. Donc, je suis très content d'avoir accepté cette invitation de Génération Z, qui est un collectif que je soutiens et que je valide à 100% dans leur combat politique pour que donc Éric Zemmour se présente, qui je pense ce sera très intéressant. Donc là, ce soir, je vais vous parler de cet ouvrage qui est La culture du narcissisme de Christopher Lasch. Donc c'est un ouvrage qui, comme on le disait en introduction, est peu souvent cité en France. En réalité, il y a quelques personnes qui connaissent la référence. Justement, Zemmour la connaît. Mais à part lui, c'est pas un texte qui est souvent en fait mis sur le devant de la scène médiatique. Et pourtant, pour moi en tout cas, il est extrêmement important parce que il va jouer un rôle, on va dire, ce texte dans les années à venir, dans le 21e siècle, parce que Christopher Lasch a fait vraiment une analyse de la société parfaite, alors que les réseaux sociaux n'existaient pas à ce moment-là, alors qu'il n'y avait pas encore Internet. Et vous allez le voir à quel point il a été visionnaire, donc, puisque je vais en fait vous résumer l'ouvrage en fait chapitre par chapitre. Mais avant toute chose, je dois vous rappeler deux fondamentaux. C'est à la fois le contexte historique de la rédaction et de la parution donc de la culture du narcissisme, mais également la personnalité en elle-même de Christopher Lasch. Donc on va commencer de suite par le contexte. Donc le livre, il est sorti en 1979 et cette date, elle correspond un petit peu au début de l'effondrement du rêve américain, si vous voulez. Il y a plusieurs en fait événements qui ont abouti à ce déclin. Tout d'abord, il y a eu donc le choc pétrolier de 1973, puis celui de 1979. Ensuite, on a eu l'affaire du Watergate où le président Nixon a voulu placer des micros au sein donc du QG du Parti des démocrates dans l'immeuble du Watergate et il s'est fait choper et il a dû donc démissionner. Donc il y a eu en fait, si vous voulez, un peu une méfiance
vers les politiques à ces moments-là. En parallèle, dans les années 70, il y a eu la publication, notamment dans le journal Le Washington Post, de ce qu'on appelle les Pentagon Papers. Qu'est-ce que c'était? C'était en gros des textes classés secret défense qui expliquaient ou qui montraient qu'en fait, les États-Unis étaient en train de perdre la guerre du Vietnam et que c'était un camouflet complet. En parallèle, qu'est-ce qu'il y a eu? Il y a eu l'émergence de la contre-culture hippie, notamment avec Woodstock, et un sentiment de déconnexion à la fois entre une jeunesse américaine qui voulait jouir de tout sans entrave, et on va dire les adultes qui étaient quand même plus conservateurs, quoi. On a également des grandes tensions raciales avec l'émergence de groupuscules comme les Black Panthers, etc. Et tout ça, il ne faut pas l'oublier, c'est qu'on est encore dans un processus de guerre froide, puisqu'on est dans un affrontement idéologique donc entre le modèle capitaliste et le modèle communiste. Et en plus, si vous voulez, il y a un sentiment général dans la société américaine, c'est-à-dire que les Américains sont bien conscients qu'il y a un sentiment de déclin, de déchéance ou, on va dire, de stagnation. Tellement qu'en fait, même les politiques sont conscients de ça, et notamment les conseillers de Carter euh, lui en parlent en fait de ce spleen et de ce nihilisme qu'on retrouve dans la société américaine. Il faut comprendre que politiquement, c'est pas le nirvana non plus, parce que après Nixon, donc on a eu le président Gerald Ford et Jimmy Carter qui sont considérés, si vous voulez, comme deux personnalités plutôt molles et sans charisme. Et ce qui va vraiment parachever ce sentiment de déclin du modèle américain, c'est la prise donc d'otage de l'ambassade américaine à Téhéran en novembre 79. Il y a un très bon film qui est sorti sur ça qui s'appelle Argo. Et si vous voulez, c'est un petit peu le camouflet de trop. D'ailleurs, Ronald Reagan, qui se présente, on va dire, à la course à la Maison Blanche, va beaucoup appuyer sur le retour de l'Amérique, le retour triomphant de l'Amérique, parce que cette dernière a trop longtemps été de côté en fait avec Ford et Carter, et elle est de retour. C'est America Great Again, etc. Donc, en parallèle, on a un homme qui s'appelle Christopher Lasch, qui est né en 1930 et qui a entamé des études à l'université d'Harvard. C'est un historien, sociologue, et il enseigne à l'université de l'Iowa. Alors, il faut comprendre que Christopher Lasch, il n'est pas spécialement connu, si vous voulez. C'est pas, on ne le retrouve pas sur tous les plateaux télé, il ne fait pas partie des intellectuels américains en vue à ce moment-là. C'est juste donc un professeur d'université, comme il en existe une pléthore aux États-Unis, même s'il a un très bon niveau. Et Christopher Lasch, il va s'intéresser très tôt au narcissisme, donc au trait de caractère, le narcissisme, dans la société, puisqu'il est sociologue, donc il veut analyser le narcissisme comme pathologie à l'intérieur de la société. Il faut savoir qu'à ce moment-là, dans la littérature un petit peu américaine scientifique, il y a beaucoup, si vous voulez, de textes qui sont faits donc, sur cette notion. Donc pour faire un rappel, qu'est-ce que c'est le narcissisme? C'est le fait de s'aimer plus que de raison. Ça provient à la base donc, de la mythologie grecque. Vous connaissez donc l'histoire de Narcisse qui s'admire tellement face à son reflet dans l'eau qui finit par se noyer. Donc, il faut savoir que l'un des premiers auteurs à avoir parlé du narcissisme comme pathologie, c'est un sociologue donc, français qui s'appelle Alfred Binet. Mais il y a eu plusieurs écoles, on retrouve notamment Freud, qui explique que le narcissisme, c'est un trait normal, euh, qui, si vous voulez, en fait, fait partie de la construction de l'individu quand il est enfant. C'est-à-dire tout le monde, à un moment donné, est de toute façon narcissique, parce que c'est dû notamment à sa construction sexuelle. Bon, faut pas mentir, Freud, il fait partie de ces auteurs qui renvoient tout au cul. Il estime qu'en fait, tout est lié à la notion sexuelle, quoi. Carl Jung, qui est son disciple, est beaucoup plus intéressant, et lui, il va théoriser ce qui s'appelle le persona. Le persona, c'est cette idée, si vous voulez, que en fait, les individus dans le cadre de la société portent ce qu'on appelle un masque social, c'est-à-dire qu'ils se montrent plus beaux, plus intelligents, plus forts que ce qu'ils sont réellement. Et pour lui, c'est ça en fait le narcissisme. Il faut comprendre qu'il y a un autre auteur qui s'appelle Richard Sennett qui a écrit donc Les tyrannies d'intimité à peu près au même moment de la sortie de l'ouvrage de Christopher Lasch, où il théorise un repli progressif donc, des Américains sur leur foyer. Il faut comprendre d'ailleurs que suite à la crise du Covid qu'on a traversée, il y a eu un repli donc, sur le foyer suite aux confinements successifs. Et il y a une mode qui est en train de naître aux États-Unis
États-Unis et qu'on va se prendre dans quelques années en France, voire même peut-être dans quelques mois, c'est ce qu'on appelle la domesticité cosy, c'est-à-dire c'est le repli dans le foyer personnel avec le lien, et le lien avec l'extérieur se fait que par Internet, que par les réseaux sociaux. Par exemple, tu te fais commander ta bouffe, tu te la fais livrer, tu achètes n'importe quoi via Amazon et tu montres ton intérieur non pas en invitant tes amis, mais en les mettant sur Instagram, quoi. Donc, Christopher Lasch, il publie La culture du narcissisme en 1979 et ça devient un best-seller, il cartonne, etc. Tellement que l'ouvrage, en fait, arrive à la Maison-Blanche et le président Carter va inviter Christopher Lasch pour parler de ses problématiques. Le problème, c'est que Christopher Lasch, il n'aura pas été très prolifique parce qu'il meurt en 1994 donc d'une leucémie foudroyante. Donc la plupart des textes qu'on lui connaît aujourd'hui, notamment son ouvrage Les femmes et la vie ordinaire, qui est une critique en gros du féminisme, est sorti post-mortem, en gros. Donc aujourd'hui, en fait, qui se revendique de la pensée de Christopher Lasch? Ben, déjà, on a Jean-Claude Michéa en France, qui était donc à Joffre, il me semble, au lycée Joffre à Montpellier. D'ailleurs, c'est celui qui préface la plupart donc, de ses ouvrages en France. Et on a également donc, Steve Bannon aux États-Unis. Donc on voit que Christopher Lasch, il arrive à mettre d'accord des gens qui, initialement, sont pas du même échiquier politique, quoi. Parce qu'en fait, il faut comprendre que Christopher Lasch était un néo-marxiste de base, mais il s'est affranchi en fait de l'idéologie marxiste pour faire une critique, on va dire vraiment réaliste de la société américaine, au-delà des dogmes et de l'idéologie. Et d'ailleurs, il faut comprendre que Christopher Lasch à l'époque a complètement été critiqué par une intelligentsia de gauche qui estimait qu'il avait trahi son camp, quoi, en fait. C'est quoi l'idée remarquable de Christopher Lasch, si on devait enfin, donner une phrase? C'est qu'il y a eu une convergence des luttes entre le progressisme qu'on connaît aujourd'hui, le progressisme libertaire, et l'ultracapitalisme qui a trouvé, on va dire, des nouveaux clients parfaits. Le mélange des deux, ça a donné notre époque, en fait, pour faire simple. Notamment gommer les différences entre les hommes et les femmes pour en faire des super consommateurs et déraciner aussi les individus. Donc, ce qu'on va faire maintenant qu'on a rappelé un petit peu le contexte historique et l'auteur, je vais enfin dire prendre les 10 chapitres donc, de l'ouvrage et je vais vous en faire en gros le résumé. Bien sûr, je vous invite à lire donc La culture du narcissisme parce que même si cette conférence j'espère sera la plus complète possible, lire le livre sera, on va dire, 1000 fois plus enrichissant parce qu'il y a vraiment, il développe, il va très très loin dans certaines analyses et j'ai pas eu le temps, on va dire, de tout mettre dans cette conférence. Donc là, dites-vous que c'est une version synthétisée avec l'essentiel de ce qu'il faut en retenir. Voilà. Donc, premier chapitre, l'invasion de la société par le moi. Alors, dans les premières lignes de l'ouvrage, Christopher Lasch, il rappelle ce que c'est donc le narcissisme. Donc, il donne les différentes écoles de pensée qu'on a déjà vues dans l'introduction de la conférence. Il parle de Freud notamment. Et pour Lasch, il estime qu'en fait, la peur a envahi les sociétés. Du fait qu'après la Seconde Guerre mondiale, l'Holocauste, etc., les individus ont compris qu'ils étaient mortels. Ils ont compris que les civilisations pouvaient mourir, pour reprendre en gros la célèbre citation de Paul Valéry. Il faut savoir que les Américains, donc pendant la guerre froide, ils vivent dans une peur constante de ce qu'on appelle le doomsday, donc c'est-à-dire l'Holocauste nucléaire. Alors que paradoxalement, en Union soviétique, donc on est à peu près sous le mandat de Brejnev, les Russes en fait ne pensent pas à ce type de problématique, alors que les Américains font un repli dans leur foyer, ils se bunkerisent, etc., etc., parce qu'ils ont peur de la possibilité d'une guerre nucléaire. Il faut comprendre qu'également, les Américains sortent donc de la crise des missiles de Cuba, où ils ont un petit peu sué, quoi. Alors, pour l'âge, donc, il y a eu une méfiance et une désintégration du politique aux États-Unis entre les années 60 à 70. Ça a commencé notamment par l'assassinat de Kennedy et les Américains donc, se sont repliés dans leur foyer, dans leur espace personnel, parce qu'ils se disaient en fait de manière très pragmatique, on n'a pas d'emprise sur le monde extérieur, on n'a pas d'emprise sur le réel et sur le politique. Donc le but, c'est qu'au moins, on doit améliorer notre vie personnelle et notre foyer. Donc c'est ce qu'on appelle le phénomène de domestication. En soi, les Occidentaux, ce qui est paradoxal,
paradoxal pour Christopher Lash, c'est que plus ils vivent dans la paix, plus ils ont peur de la survenance d'un événement violent ou d'une grande catastrophe, en fait. Et là, je rappelle que les États-Unis particulièrement se sont construits sur une idée de violence. Pourquoi? Parce que donc, les États-Unis donc, ont conquis une grande partie de l'Amérique du Nord et ont théorisé ce qu'on appelle la manifeste destinée, c'est-à-dire le fait qu'ils devaient aller toujours plus loin vers l'Ouest parce que c'était pour eux une mission divine. Ils devaient soumettre cet immense territoire à leur façon, en fait, si vous voulez. Ils devaient s'en imprégner. Mais le problème pour l'âge, c'est que ils se sont construits en fait par un processus de violence et donc ils ont gardé toujours en eux la possibilité de vivre sur un territoire dangereux avec donc la manifestation d'un événement violent qui pourrait survenir à tout moment ou d'individus qui voudraient faire du mal aux Américains. D'ailleurs, on retrouve constamment cette idée dans la culture populaire américaine, notamment avec des films comme Independence Day ou avec toute la mode qu'il y a eu avec donc Walking Dead et les zombies. C'est-à-dire qu'il y a toujours la peur d'un événement cataclysmique, quoi. Pour l'âge, il faut rajouter qu'on est rentré dans ce qu'on appelle le village global de McLuhan. McLuhan, donc, c'est un auteur canadien qui a théorisé ce qu'on appelle le village global, c'est-à-dire qu'on est arrivé à l'ère où l'information en fait peut aller très vite, c'est-à-dire que à l'époque, par exemple, nos grands-parents se rencontraient donc dans la place du village, et désormais donc avec Internet, la télévision, la radio, on peut rentrer en communication avec le monde entier. Et donc, pour l'âge, donc cette surmédiatisation a entraîné en fait le début de l'émergence donc de célébrités. Et l'émergence de ces célébrités, c'est devenu un petit peu les nouveaux dieux des Américains et le début d'une forme de fanatisme. Et il faut devenir narcissique pour ressembler aux célébrités parce que les célébrités sont elles-mêmes narcissiques. Donc ça, c'est le premier chapitre de la culture du narcissisme. Deuxièmement, la personnalité narcissique de notre temps. Alors, comme on a dit précédemment, les foyers américains, ils ont un petit peu succombé au chant des sirènes du narcissisme. Et pour Lâche, en fait, ce qui est extrêmement important, et ce qu'il a rappelé maintes et maintes reprises dans d'autres ouvrages qu'il a fait après la culture du narcissisme, c'est le fait que narcissisme ne veut pas dire forcément égoïsme. En fait, il a une définition propre du narcissisme. Pour lui, c'est à la fois une bureaucratisation extrême, la prolifération des images par le biais de la télé, de la publicité, etc. Les idéologies thérapeutiques, c'est-à-dire l'État qui essaye en fait de s'initier dans la vie privée des individus parce que les individus sont carencés, donc l'État doit devenir parent, la rationalisation et le culte de la consommation. Donc pour Lâche, en fait, les hommes sont devenus carriéristes et souhaitent gagner, on va dire, du pouvoir par tous les moyens possibles, et notamment par le biais de l'argent. On pourrait en fait faire le parallèle entre la culture du narcissisme et un livre que j'aime beaucoup. D'ailleurs, il y a une vidéo qui arrive à ce sujet prochainement. C'est Le bûcher des vanités de Tom Wolfe. Alors, Tom Wolfe, c'était un journaliste, conservateur et écrivain qui a écrit Le bûcher des vanités en 1987. Et ça raconte l'histoire d'un trader en finance qui s'appelle Sherman McCoy, qui a une vie magnifique. Il est riche, il est trader, etc. Bref, la vie d'Aloca pour lui. Et en fait, un jour, il va, si vous voulez provoquer un accident, il va en fait, enfin, sa maîtresse plutôt va rouler sur un jeune homme afro-américain qui va rentrer dans le coma. Et à partir de là, il va y avoir donc une convergence des luttes entre les médias, les politiques, les racialistes, qui vont vouloir que donc Sherman McCoy prenne hyper cher et prenne 25 ans de prison, quoi. Et en gros, Tom Wolfe, il montre bien que dans ce livre, les gens, en fait, ne font pas ça pour rendre la justice à l'afro-américain dans le coma. Ils font ça parce que le maire veut se faire réélire, le procureur veut sa grande affaire, les journalistes veulent leur scoop, et Sherman, c'est la victime de tout ça. Ben là, c'est à peu près pareil. Il faut savoir qu'en plus, c'est les années Reagan, donc c'est l'ultracapitalisme, c'est la guerre de tous contre tous. Donc vraiment, les deux livres sont intéressants à regarder en parallèle. Donc, en soi, c'est l'art de détruire l'autre pour en tirer un maximum profit. Et alors, ce qu'explique Christopher Lash, c'est que de nombreux psychologues à travers le pays ont remarqué donc dans leurs patients l'émergence d'enfants
qui sont devenus de plus en plus narcissiques. C'est le cas donc des travaux de Joel Covell, qui est donc un psychiatre américain qui s'est rendu compte de ça. Alors c'est dû à quoi pour Christopher Lasch, mais nous y reviendrons plus loin. C'est l'absence de la figure du père dans le foyer familial qui en fait a fait que l'enfant a multiplié les caprices. Je pense que vous avez tous des anecdotes à ce propos, de quand vous étiez gamin et que vous faisiez des conneries. Normalement, si vous aviez un père solide, il vous foutait deux tartes dans la face et vous vous calmiez de suite, quoi. Parce qu'en fait, le gamin teste ses parents, il va voir leur seuil de tolérance. Alors pour certains parents, 68 arts, c'est très haut. Pour certains parents conservateurs, ça peut être très bas. Et le problème, c'est que s'il n'y a pas de parents, s'il n'y a pas le rôle du père qui est le catalyseur et le shérif de la famille, eh bien le seuil il explose en fait. Il n'y a pas de seuil. Donc le gamin est libre de faire absolument tout ce qu'il veut. Et nous y reviendrons plus tard parce qu'il y a l'éducation qui joue également un rôle, mais l'éducation nationale en soi. Donc en somme, le narcissisme, c'est une manifestation normale de l'être humain, mais en fait il faut la contenir par le biais d'une régulation, donc un châtiment, la punition. Mais le problème, c'est que s'il n'y a pas de châtiment et s'il n'y a pas en fait de régulation, il y a du narcissisme. Donc, ce qui nous amène donc au troisième chapitre, la réussite sociale hier et aujourd'hui, du travail à la séduction. Est-ce que tout va bien? Est-ce que tout le monde m'entend bien? C'est nickel? Bon, je vais prendre ça pour un oui. Vous direz dans le chat. Parfait. Donc là, je rappelle au début du chapitre que les Américains, et ça, il faut vraiment l'intégrer, sont en grande majorité de confession protestante. Et ils placent le travail comme valeur ultime. Il faut savoir que Max Weber avait déjà remarqué qu'il y avait vraiment une corrélation entre le protestantisme, l'argent et le travail. Le problème, c'est que la suprématie du travail et de l'argent dans la société américaine a donc de facto engendré l'explosion de la consommation. Et le but de l'existence, c'est de s'auto-préserver, donc par le biais de la consommation. On existe parce qu'on consomme. Alors, au départ, le protestantisme, ça prône quand même la possibilité de devenir riche en suivant sa propre voie, mais c'est toujours avec comme visée première servir la communauté. Mais peu à peu, il y a eu un déplacement de cette idée en mettant la course à la richesse comme étant la valeur première. Et c'est notamment certains pères fondateurs des États-Unis qui ont plutôt appuyé cette théorie, comme Benjamin Franklin. Il faut savoir que les États-Unis aussi, ils ont une forte culture individualiste. On a quand même des auteurs comme Ayn Rand, donc, qui était une femme qui prenait l'égoïsme rationnel, c'est-à-dire qu'elle partait du principe que vous deviez faire absolument tout ce que vous voulez, pensez à vous avant toute chose, et si ça peut, on va dire, avoir des effets bénéfiques sur les autres, c'est bien. Mais il faut quand même vraiment penser qu'à sa gueule au maximum. Donc, le puritain originel, c'est-à-dire celui qui estime que c'est important de faire de l'argent, mais d'abord, il faut penser à la communauté, a été remplacé par ce que Lash appelle le Yankee. Et Lash note un fait intéressant, c'est que alors moi je suis pas trop d'accord avec lui, mais pour lui, la bourgeoisie américaine a emprunté, a mimé un langage propre à ce qu'on retrouvait dans les ghettos en fait plutôt noirs. On retrouve ça en France notamment avec des jeunes qui sont blancs comme ma chemise. Bon, pour ceux qui m'écoutent en podcast, ils verront pas la couleur de la chemise, mais bon, qui sont blancs comme neige et qui vont te sortir des wesh, des starfoulas ou des trucs comme ça, quoi. Bon, en fait, Christopher Lash, il reprend cette idée, mais aux États-Unis. Pourquoi, en fait, il y a un mimétisme? Parce que pour Lash, en fait, les Blancs de la classe moyenne sont en fait autant dans une situation précaire que les ghettos afro-américains. Pour lui, en fait, la seule différence, c'est la tenue pour aller au travail et éventuellement la voiture et la maison. Mais au final, en fait, les deux classes ont perdu un sens profond du sens de leur vie et du travail. Parce que ce soit la classe moyenne comme le ghetto, la plupart, en fait, les deux familles, en fait, font des travaux qui demandent, en fait, peu d'intelligence. C'est l'aliénation du travail. C'est-à-dire que dans le ghetto, par exemple, afro-américain, ben, l'afro-américain pauvre va faire donc du taf qui va consister, par exemple, du taf donc de sa main, donc ménage, etc. Mais
donc le blanc qui est si vous voulez, dans la classe moyenne, va faire un travail de bureau qui lui demande aucune activité intellectuelle. Et donc pour l'âge, en fait, au final, c'est pareil. Parce que en fait, ça déshumanise ces deux portions de la société, en fait, si vous voulez. Donc, pour l'H, il rajoute également quelque chose de particulièrement intéressant, c'est qu'on a atteint l'utopie qui était voulue par le marquis de Sade, c'est-à-dire que le sexe est devenu un marché, les hommes et les femmes sont des produits, les corps sont des produits, ils deviennent interchangeables, et en fait, c'est la course à la jouissance à toute épreuve. En soi, là, je ne serais pas surpris aujourd'hui donc de l'apparition de Tinder, puisque Tinder, en fait, c'est une possibilité illimitée de rencontrer des partenaires. Les têtes sont interchangeables, vous choisissez, c'est le supermarché de la sexualité, et donc c'est open bar. Et vu qu'on est, comme je vous ai dit tout à l'heure, dans une logique de village global de McLuhan, en fait, il y a quasi une infinité de profils qui se présentent à vous. Et donc, en fait, ça vous pousse à toujours plus de jouissance, toujours plus, toujours plus. Et ce que note en fait Christopher Lasch, qui est particulièrement intéressant, c'est que Sade a posé les bases du féminisme moderne, c'est-à-dire faites ce que vous voulez de votre corps, les femmes, affirmez-vous. Non pas que Sade était misogyne, mais il méprisait l'humanité parce qu'il désacralisait le corps en fait. Notamment, on sait qu'il avait donc des dérives masochistes, etc., etc. Donc, on essaye, comme je vous ai dit tout à l'heure également, de gommer les sexes pour en faire des super consommateurs. Voilà. Partie 4, la banalité de la connaissance de soi et la théâtralisation de la politique. Alors, Christopher Lasch, il rappelle que la quintessence des sociétés occidentales, enfin la volonté propre de chaque individu dans une société occidentale, c'est peut-être pas ton cas, c'est peut-être pas mon cas, mais on va dire, il prend une photographie globale, c'est que les gens veulent être célèbres. En fait, l'intérêt pour un métier ou une vocation est vidé de sa substance et le but ultime, c'est de gagner en popularité. Et donc, les gens, comme je vous ai dit tout à l'heure, fantasment sur des célébrités ou alors sur des personnages de fiction. On retrouve ça notamment avec donc Kurt Anderson, qui avait écrit American Fantasy, où il expliquait que les Américains se sont aussi emprisonnés dans un monde virtuel, biberonné par des séries, par les jeux vidéo, par le cinéma, etc. Il faut savoir que les Américains consomment beaucoup plus de films que nous. Et cette idée donc de recherche de la popularité, ça se retrouve pas seulement dans la vie civile, ça se retrouve aussi dans le politique. Donc, c'est-à-dire, il y a eu une pipolisation du politique. Le politique est devenu une star comme les autres. Alors, en France, le phénomène de pipolisation, il a été enclenché déjà sous Sarkozy, donc c'est Sarkozy sur le yacht avec Bolloré, etc. Et dès lors, le politique ne fait plus en fait de réformes concrètes et utiles qui pourraient être impopulaires puisqu'il doit devenir une célébrité, il doit être adulé. On a vu ça également avec Macron, etc. Solzhenitsyn, dans son discours du déclin du courage, dénonce ça, c'est-à-dire la faiblesse du politique qui ne pense plus à dire la vérité. La vérité n'existe plus, et même si elle est dure à entendre en fait. Le politique est donc devenu un cirque où on essaye de se vendre, et pour être un vendeur, il faut être visible. En fait, les candidats à la présidentielle ou les candidats de manière générale sont des produits dans un rayon. Plus tu es bas dans le rayon, moins t'es visible et moins on va t'acheter. Et plus tu es à la hauteur du client, plus on va t'acheter. Et l'électeur est un consommateur, en fait, comme un autre. Donc, euh, qu'est-ce que je voulais dire? Alors, il y a également donc, la publicité qui est en fait juxtaposée au débat politique, c'est pareil quoi, pour lui. En somme, pour Lasch, il reprend l'idée de Jung, c'est-à-dire que tout le monde joue un rôle dans la société. Chacun possède son masque social pour se faire acheter par l'autre, pour se faire valider. Les gens sont en demande de validation extérieure. C'est la société du spectacle. C'est pour ça que notamment pour le 14 juillet, McFly et Carlito vont être dans un avion de la patrouille de France. Ça ne sert pas le peuple français, mais voilà, dans un but de communication, pour se vendre en tant que produit pour les jeunes, Macron a fait ça. Voilà, donc on est pile dans ça. Il faut comprendre qu'à ce moment-là, les réseaux sociaux n'existent pas. C'est-à-dire que là, je parle de tout ça, que Internet est à ses balbutiements complets, les réseaux sociaux, c'est une utopie. Donc, on arrive au chapitre 5, le déclin de l'esprit sportif.
Alors, là, en fait, c'est un chapitre un petit peu qui arrive comme un cheveu sur la soupe, mais qui est très intéressant parce que pour l'H, en fait, le sport a toujours été un moyen cathartique pour extraire en fait de la violence des hommes. Norbert Elias avait déjà travaillé sur ça, donc sport et civilisation. Il estimait en effet que vu que les êtres humains, en tout cas de notre époque, n'étaient plus dans des logiques donc de combat militaire, etc., avaient utilisé le sport comme moyen tribaliste en fait. Et Lash, donc dans ce chapitre, estime qu'on a assisté à la fin de l'esprit sportif, car les gens refusent l'esprit de compétition. Pour Lash, il y a une partie de la gauche qui veut faire du sport une sorte d'exutoire thérapeutique où tout le monde est gagnant. Vous savez, c'est la fameuse phrase l'important c'est de participer, c'est pas de gagner, etc. Pour l'âge, c'est hypocrite, car c'est l'antithèse du sport. Le sport, c'est celui qui gagne prime, le plus faible perd, ou le plus intelligent, astucieux, stratégique gagne. Il n'y a pas plus en fait, y a une véritable hiérarchie dans le sport que la gauche a voulu casser et qui en fait est complètement hors propos. C'est hypocrite en fait. De plus, pour l'H, le sport est devenu un business en fait de divertissement et en fait la pratique en elle-même du sport est désacralisée. En fait, il n'y a plus du beau jeu. Ce qui compte, c'est juste de faire vendre des billets. Exemple de notre époque, le combat entre McGregor et Floyd Mayweather. Donc Floyd Mayweather était un boxeur donc boxe anglaise. McGregor était un champion donc du UFC. Un combat entre les deux. Sportivement, c'est dégueulasse puisque McGregor n'a pas la technique d'un boxeur en boxe anglaise et Mayweather gagnait tous ses combats. Donc en fait, le but c'était juste une affiche vendeur et le sport dans tout ça, on s'en fout. Et pourtant, c'est le combat qui a fait couler le plus d'encre ces dernières années, quoi. Alors que paradoxalement, c'est celui qui est le moins beau sportivement. Donc là encore, vous pouvez constater que Christopher Lash a été visionnaire. Partie 6 ou du moins chapitre 6, la décadence de l'éducation. Alors, pour l'H, le système éducatif américain est un échec complet. Mais de toute façon, on peut estimer que le système français l'est tout autant. Vous en faites pas. Pour lui, en fait, on ne forme pas des personnes avec une culture générale riche, car en fait, c'est pas le but. Le but du système scolaire, c'est de faire de bons employés dociles. L'individu n'est pas alimenté intellectuellement dans le cadre de son travail. Donc, on ne peut même pas en vouloir à l'école pour l'âge, puisqu'en fait, elle ne fait que répondre à la loi du marché. Le marché lui demande en quelque sorte des esclaves qui, moins ils pensent, moins ils ont de culture, mieux c'est. Donc, l'école fournit ces esclaves-là. Ça paraît logique, en fait. Donc, il cite un peuple abruti, résigné à effectuer un travail sans intérêt et de mauvaise qualité, est disposé à ne chercher satisfaction que dans les heures consacrées aux loisirs. Donc, c'est-à-dire, l'individu, qu'est-ce qu'il doit faire? Apprendre bêtement à devenir un bon employé, travailler dans son bureau, dans sa tour d'ivoire, derrière un ordinateur, et utiliser son argent de ce travail pour s'évader dans des paradis artificiels, hors du cadre familial et dans le loisir et la jouissance à toute épreuve. Donc, qu'est-ce qui remarque l'âge que le vocabulaire a chuté, le QI ne cesse de dégringoler, les jeunes ne connaissent rien, et ce qui est pire, c'est qu'en fait, ils sont même pas dans une volonté de combler leur ignorance. Donc, c'est-à-dire qu'il y a, en fait, pour Christopher Lash, les jeunes se complaisent dans leur médiocrité. Et en soi, il rejoint en fait ce qu'avait dit un auteur qui s'appelait Alan Bloom. Alan Bloom, c'était un universitaire conservateur américain, qui est d'ailleurs décédé du sida il y a plusieurs décennies de ça, et qui avait écrit un livre dont j'ai pas le nom ici, mais en gros, sa théorie, c'était que l'un des graves problèmes, c'était que dans les universités américaines, on ne travaillait plus en fait les textes antiques, les textes qui avaient fondé, si vous voulez, la civilisation européenne, c'était plus enseigné. Il y avait une coupure de transmission. Ce qui faisait qu'en fait, il y a eu l'apparition donc de nouveaux programmes, les gender studies, etc. Parce que forcément, il fallait bien combler les heures de boulot des étudiants pour
peu qu'ils en aient. Donc, on est à la partie 7 de l'autorité traditionnelle au contrôle thérapeutique. Alors, pour Christopher Lasch, l'un des problèmes majeurs aussi de notre société, c'est que l'État a remplacé le rôle des parents, en fait. Pourquoi? Parce que, comme on a dit tout à l'heure, les parents se sont réfugiés dans le travail ou dans des loisirs extérieurs. Et le problème, c'est que l'État, il a dû en fait combler l'absence des parents. C'est l'État-providence, l'État nounou, l'État qui te biberonne. C'est Marianne qui te donne le sein en France. Elle te donne même les deux, tellement que certains Français tirent sur les mamelles, quoi. Euh, et l'État est en fait dans une forme de moraline qu'il implante dans la tête des plus jeunes, avec des théories progressistes qu'on connaît, l'absence de punition, l'absence de châtiment corporel, tout le monde est intelligent, tout le monde doit faire de longues et grandes études, le travail manuel est à bannir, etc. C'est là aussi où on a commencé à voir fleurir partout en Europe des écoles alternatives. Je pense par exemple à la Suède, où en gros les gamins peuvent absolument faire ce qu'ils veulent. J'avais vu une scène assez surréaliste dans un reportage d'un gamin suédois qui arrive le matin à son école. Et en fait, donc il y a un gros carton, et dans ce carton, il y a un appareil à raclette en fait. Donc le gamin, un matin, au lieu d'aller en cours et de faire des trucs normaux qui devraient correspondre à un apprentissage normal, il se tape une raclette. Et les professeurs applaudissent des deux mains. Donc voilà, en fait, on est pile dans ça, c'est-à-dire que l'État a remplacé les parents, mais en fait, il a vidé la parentalité de toute la substance coercitive. C'est-à-dire qu'il a pris le rôle de l'État nounou, mais sans les châtiments corporels et sans, on va dire, l'idée de hiérarchie. Et vu que l'État et laxiste avec les parents, l'enfant lui-même est devenu un petit monstre narcissique qui mène la vie dure aux parents car ces derniers ont abandonné le cocon familial. Et au lieu de régler le problème, les parents ne cessent de fuir. En fait, plus le gamin pose problème, plus les parents vont quitter le foyer et plus le gamin va poser problème et inversement. Et à côté de ça, l'état nounou ne va pas réussir à endiguer le problème. Donc, partie 8, la fuite devant les sentiments. Alors, le sexe est devenu un plaisir à part entière. Il n'est plus seulement vu comme ce qu'il est à la base, c'est-à-dire une activité qui est faite pour donner la vie, quoi, en quelque sorte. Et avoir un enfant, faire une descendance et s'occuper de lui. Comme vu précédemment, le couple il a explosé. La plupart des individus se sont réfugiés soit dans le monde du travail et ont délaissé donc leur famille, et donc les divorces ont explosé. Et on a vu donc le déclin, le début du déclin donc de la famille traditionnelle nucléaire, c'est-à-dire deux parents, généralement deux ou trois enfants, Bobby le chien et la maison dans la banlieue, quoi, en gros pour faire simple. Donc maintenant, on a une explosion des parents monoparentales, etc. Bref, vous connaissez le schéma actuel. Et vu que l'individu est devenu narcissique, il pense quand même qu'à lui. Alors même si Lâche estime que le narcissisme, c'est pas seulement l'égoïsme, il n'en demeure pas moins que ça reste un trait extrêmement important. Donc, vu que les personnes sont omnibulées par eux-mêmes, ils n'ont pas, si vous voulez, cette force créatrice de créer une descendance. Puisque créer une descendance, ça implique quoi? Ça implique s'occuper de l'autre. Et donc, on a assisté à des hommes et des femmes de plus en plus carriéristes. Ça, c'est Christopher Lasch, donc, dans un autre ouvrage qui s'appelle Les femmes et la vie ordinaire, qui explique que les femmes, à partir du moment où elles sont rentrées dans le marché du travail, pensaient se libérer du méchant patriarcat de la maison, mais en fait, elles sont rentrées dans un processus qui visait à toujours travailler plus pour espérer une égalité salariale qui est de toute façon une chimère, puisqu'il y a des différences biologiques entre hommes et femmes qui font que de facto, et ça sera toujours comme ça, les hommes gagneront plus que les femmes. Et en fait, c'est une course perpétuelle à quelque chose, à un stade qu'elles n'atteindront jamais, en fait. Et à côté de ça, c'est les gamins qui trinquent, en gros, pour faire simple. De plus, les gens ne veulent plus se mettre en couple puisqu'on aperçoit en fait une recrudescence de la guerre des sexes, notamment avec l'explosion du néo-féminisme et de l'hypersexualité, qui pour l'âge en fait a entraîné une peur de l'homme, parce que l'homme traditionnel, l'homme basique, a peur de l'hyperfemelle, de la femme qui est hypersexualisée. Pour lui en fait elle est presque contre nature, quoi. Pourquoi? Parce que la femme, par le biais de la pilule,
a pu en fait gérer sa vie sexuelle. Et donc, si tu gères ta vie sexuelle et si une femme arrive à empêcher la survenance d'un enfant, forcément, elle aura un plus grand nombre de partenaires. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, la question était vite vue. Tu couchais avec un tel, il te faisait un marmot, donc tu finissais avec lui, tu te mariais avec lui et c'était basta. Là, maintenant, avec les moyens de contraception, la femme a pu gérer sa sexualité et donc ça a ouvert un champ des possibles où il y a eu donc des hyper-femelles. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en avait pas avant, c'est juste que la pilule a vraiment consacré de manière globale ce phénomène. Et ce qui fait qu'en fait, il n'y a pas forcément une volonté de fonder une famille. Et comme le dit Jordan Peterson, qui est un autre auteur que j'aime beaucoup, on s'est retrouvé donc avec des femmes qui, à l'âge de 30-35 ans, s'amusent à aller en boîte, elles se regardent dans le miroir et en fait, elles n'ont rien construit. Elles n'ont pas d'enfants, pas de vie de famille, pas de mari, etc. Et ça, c'est comme ça, ce sont des micro-événements, mais qui, une fois additionnés, détruisent des sociétés, des civilisations. Voilà. Euh, donc la sexualité de la femme est donc presque devenue un objet qui est à son service afin de gagner du pouvoir et de gagner du pouvoir dans le cadre de son carriérisme. Pour l'âge, donc l'émergence du féminisme a parachevé le début de la guerre des sexes et c'est pour ça qu'aujourd'hui on voit l'émergence de ce qu'on appelle les MGTOW, du néo-féminisme, etc., du masculinisme aussi. Bref, une guerre des sexes de plus en plus exacerbée. Alors que pour l'âge, en fait, certes, il y a une guerre des sexes qui est en fait un rapport qui s'inverse constamment, mais du moins, ce n'est pas des rapports non plus antagonistes. C'est-à-dire que, comme dit Christopher Lasch, les bourgeoises néo-féministes ne comprennent pas comment les femmes prolétaires peuvent à la fois haïr parfois leur mari, mais leur rester fidèles et les aimer. C'est des conceptions qui les dépassent complètement. Donc, chapitre 9, la peur de vieillir. Alors forcément, qui dit narcissisme dit la peur de vieillir. Alors ça me fait penser à une autre vidéo qui va sortir sur la chaîne prochainement, qui est sur le portrait de Dorian Gray, mais je vous en dis pas plus. Donc les gens ont peur de vieillir. Il y a un vieillissement de la population qui est devenu important en fait, et les gens en fait, voyant ça, ont commencé à créer donc des maisons de retraite et à envoyer leurs anciens dans ces maisons-là. Le problème, c'est que pour l'âge, le fait d'envoyer les anciens dans les maisons donc, de retraite, ça a coupé une transmission qu'il y avait autrefois, puisque dans la famille traditionnelle à l'époque, on avait plusieurs générations qui vivent sous le même toit. D'ailleurs, dans beaucoup de sociétés traditionnelles encore aujourd'hui, dans les sociétés les plus traditionnelles et empreintes d'une grande religiosité, on retrouve cette idée de plusieurs générations qui cohabitent sous le même toit. Pour l'âge, c'est plutôt intéressant parce que ça permet une transmission, un héritage, un bagage de valeurs en fait qui se transmet de génération en génération. Si on coupe cet héritage en emmenant les personnes âgées donc dans des maisons de retraite, on coupe, on va dire, la transmission qui pourrait être utile pour les jeunes générations. Donc, pour Christopher Lasch, on essaye par tous les moyens de vieillir le moins vite possible, donc de limiter la casse de la vieillesse. Et bien sûr, comme il explique, il y a eu tout un business qui s'est développé autour de ça. Vous devez voir au moins une fois par jour des publicités à la télé pour vous passer des crèmes sur la gueule pour soi-disant vous faire gagner 10 ans, voire 20 ans, bientôt ce sera 40 ans. Bref, le business qui vise à ralentir le processus de vieillissement est en plein boom. Et la figure du narcisse a peur de la vieillesse, parce que pour lui, c'est une dégénérescence. Pour l'âge, en fait, c'est juste un processus naturel normal qu'il faut accepter en fait comme tel. Mais le narcisse a du mal avec l'idée de mort et de vieillissement parce qu'il a tellement une autre idée de lui-même qu'il ne peut pas accepter l'idée qu'il doit devenir un jour poussière. Je me souviens d'un tableau dont j'ai oublié le nom, peut-être que vous le trouverez de votre côté. C'était en gros un triptyque où on voyait donc sur le triptyque de gauche, c'était une personne qui était vraiment avec des habits plutôt somptueux, donc sûrement un baron ou un duc, bref, une personnalité éminemment importante. Sur la deuxième image, on voyait en gros la personne un petit peu vieillir, et le dernier triptyque, c'était en fait un tas de poussière avec un os qui dépassait. Voilà, c'est cette idée que de toute façon, on est voué à mourir de facto. Et le narcisse n'accepte pas cette possibilité parce que vu qu'il a une haute vision de lui-même, il n'accepte
pas l'idée qu'un jour il puisse redevenir poussière. Donc là, on prend complètement le contre-pied du stoïcisme qui embrasse la mort sans complexe et sans peur, quoi. Et enfin, ultime chapitre, donc, un paternalisme sans père. Donc déjà, tout à l'heure, on a un petit peu abordé cette notion, c'est-à-dire que pour Lâche, le père n'existe plus. Il y a une volonté de détruire le père, de détruire la famille traditionnelle. Les divorces ont explosé. La plupart du temps, le père n'a pas la garde. Donc le père est exclu du cercle familial. Donc il y a l'émergence de nouveaux modèles familiaux qui, pour Lâche, ne marchent pas. Ces modèles sont issus du progressisme et pour Lâche, le progressisme cherche à contrôler l'individu dans toutes les sphères de sa société. Pour lui, c'est une forme de totalitarisme, aussi bien dans le travail que dans la vie privée que dans les loisirs. Et ces nouveaux modes de contrôle, ils ont été en fait parachevés et stabilisés par le capitalisme, puisqu'en fait, aucun de ces problèmes fondamentaux on va dire, l'émergence des deux, c'est-à-dire le mariage entre progressisme et capitalisme, a entraîné de nouveaux marchés, de nouvelles cibles, et de toute façon, l'idéologie dominante se place toujours, enfin, le marché se place toujours du côté de l'idéologie dominante. Voilà, donc on a fait le tour des 10 chapitres de la culture du narcissisme. Véritablement, je vous invite à le lire parce que c'est un ouvrage d'une richesse absolue et je pense qu'il ne faut pas passer à côté de ce dernier. Pourquoi je pense qu'il est peu cité en France, c'est parce que, de mon avis personnel, c'est un livre qui peut être dangereux pour un certain establishment progressiste, puisque véritablement, et je pense que vous serez d'accord avec moi, je ne vois pas le chat, mais je pense que vous l'êtes, que le résumé que je vous ai fait est une photographie de notre époque parfaitement juste, sachant que, je le rappelle, ils ont été en fait parachevés et stabilisés par le capitalisme, puisqu'en fait, aucun de ces problèmes fondamentaux on va dire, l'émergence des deux, c'est-à-dire le mariage entre progressisme et capitalisme, a entraîné de nouveaux marchés, de nouvelles cibles, et de toute façon, l'idéologie dominante se place toujours, enfin, le marché se place toujours du côté de l'idéologie dominante. Voilà, donc on a fait le tour des 10 chapitres de la culture du narcissisme. Véritablement, je vous invite à le lire parce que c'est un ouvrage d'une richesse absolue et je pense qu'il ne faut pas passer à côté de ce dernier. Pourquoi je pense qu'il est peu cité en France, c'est parce que, de mon avis personnel, c'est un livre qui peut être dangereux pour un certain establishment progressiste, puisque véritablement, et je pense que vous serez d'accord avec moi, je ne vois pas le chat, mais je pense que vous l'êtes, que le résumé que je vous ai fait est une photographie de notre époque parfaitement juste, sachant que, je le rappelle, le livre est sorti en 1979 et de l'eau a coulé sous les ponts depuis. Donc, je pense qu'il y a une volonté même en règle générale, d'abrutir les masses et de ne pas leur faire lire donc ce genre d'ouvrage, ou du moins limiter le plus possible la diffusion de ce genre d'ouvrage, parce qu'ils remettent complètement en question cette nouvelle société qu'on essaye de nous vendre à longueur de journée et qui, on le voit, ne marche de toute façon pas. Voilà, merci de m'avoir écouté, j'espère que la conférence vous aura plu et je pense qu'on va passer au petit jeu de questions-réponses, quoi. Voilà. Très bien. Merci pour cette petite présentation, enfin cette présentation assez étayée de la culture du narcissisme de Christopher Lasch. Donc on a eu quelques questions. Alors attendez, je reprends juste parce que c'est vrai qu'il y a eu une question qui a été posée au début. Vous pouvez commencer, déjà, à en poser si vous voulez. Hem, Concernant le doc, j'imagine? Les questions te concernant te posent pas trop de problèmes, Non, du je tout. pense. Du tout. Et concernant évidemment l'œuvre qui vient d'être décrite. Donc on avait une question de z alors je suis désolé pour les pseudos, je suis hyper mauvais, mais alors, Telmalou, 1820, en gros, le narcissisme qui est commun au premier âge ne quitterait jamais les politiques et il se développerait même. C'est une question, sur le narcissisme. Donc c'est pour toi.
Je comprends pas trop le sens de la question, c'est-à-dire qu'en gros, le narcissisme serait inné chez les individus et ne les quitterait pas, en gros? Bah, qu'en gros, il est commun au premier âge, mais que pour les politiques, ça les quitterait pas et justement le narcissisme se développerait. C'était la question de Telmalou. D'accord, oui, OK. Ben alors, comme on a dit donc dans le cadre de la présentation, pour certains auteurs, en fait, le narcissisme, en fait, on y passe tous, de près ou de loin. Mais c'est régulé. C'est régulé par, on va dire, le cadre familial. Normalement, s'il fait bien son taf. Après, je pense que la limite de cette idée, c'est que pour moi, même au-delà du fait qu'il peut être régulé dans le cadre familial, on aura toujours des individus qui vont avoir des personnalités fortes et donc forcément des égos qui peuvent l'être tout autant. Il y a par exemple, bon, c'est décrié dans la littérature scientifique, mais si on prend par exemple tout ce qui est, vous savez, le test des 16 personnalités, il y a notamment deux personnalités qui est directeur et commandant. Euh, Ce sont des personnalités avec des caractéristiques qui font que vous avez quand même un ego assez fort, vous êtes sûr de vous, et ça ne veut pas dire que vous vous aimez forcément, mais vous croyez en vos capacités et en vos forces. Donc pour moi, et d'ailleurs la plupart des hommes politiques possèdent donc ces deux traits de caractère, donc soit directeur, soit commandant. Donc pour moi, en fait, oui, tu as des traits de caractère qui font que de toute façon, tu peux être narcissique. Après, la difficulté, c'est que pour les psychiatres, le narcissisme peut être une pathologie. Je m'en rappelle, bon après j'avais pas trop aimé cette idée parce que quand Trump avait gagné la présidentielle, il y avait des psychiatres qui avaient fait un petit peu, si vous voulez, son analyse. Bon déjà, c'est vraiment Oui, qui avait minable dit de que faire c'était ça un parce psychopathe et compagnie, ouais, qui avait ouais. dit que c'était une personnalité narcissique, etc. Donc ça, déjà, c'est complètement stupide parce que normalement, un bon psychiatre, doit se tenir à une analyse donc privée, personnelle, en suivant donc comment un individu pendant plusieurs séances, voire même plusieurs années parfois, pour véritablement mettre le doigt sur certaines pathologies ou quoi. Euh, pour moi, oui, c'est possible que certaines personnalités aient ce trait. Après, c'est pas toujours diagnostiqué. Après, c'est pas, je pense qu'il y a des degrés qui sont plus ou moins importants. Et surtout, je pense que malgré tout, il y a une littérature aussi qui s'est développée, où maintenant on a des nouveaux termes comme pervers narcissique ou des choses comme ça. Il y a un petit peu des fourre-tout, si vous voulez. On a créé des nouveaux, soi-disant des nouvelles pathologies qu'on connaissait ni d'Ève ni d'Adam. Voilà. Après, oui, je pense que les politiques ont un ego qui est de toute façon fort. Je pense que de toute façon, pour faire de la politique, euh, faut un petit peu s'aimer, puisque ça veut dire qu'on accepte l'idée que les gens vont adhérer à notre vision du monde, à nos idées, à notre programme. Donc ça veut dire que quand même, on croit en nous d'une manière peut-être même parfois exacerbée. Oui, les politiques ont des traits narcissiques, mais après, est-ce que c'est forcément de la pathologie? Est-ce que c'est forcément grave? Non, c'est juste aussi parfois juste des simples traits de caractère. OK, très Je bien. sais Bah, pas si j'ai répondu à la question. j'espère que ça conviendra à Telmalou. On a vu ensuite une question d'Elweiss qui est: «Lâche était marxiste. Après son ouvrage sur la culture du narcissisme, il est resté fidèle au marxisme. A-t-il viré chez les conservateurs ou autres?» Alors, il était néo-marxiste, c'est-à-dire qu'il validait certaines positions du marxisme, mais pas d'autres, si vous voulez. Après, il n'a jamais vrillé chez les conservateurs, parce qu'il est. Je pense que Christopher Lasch, bon, sans le connaître, mais de ce que j'en ai lu et de ce que je vois quand je le lis, ou même de ce qu'en dit Jean-Claude Michéa, je pense qu'en fait, c'était un libre penseur. C'est-à-dire que il était juste, il a abandonné l'idéologie, en fait, à mon avis. C'est ce que je pense. Après, bien sûr, quand on le lit, on retrouve une obsession un petit peu pour le capitalisme, pour l'ultralibéralisme, etc. Mais là où c'est intéressant, c'est qu'un conservateur qui pourtant n'a pas une obsession sur ces questions-là, va valider en grande partie le diagnostic en fait de Christopher Lasch. Ce qui rappelle que Christopher Lasch est un néo-marxiste, c'est que constamment, il va donner toujours un petit peu comme seul responsable le marché. Même si, alors attention, c'est un petit peu un raccourci, puisqu'il parle notamment de l'école, etc. Donc on ne peut pas non plus dire qu'il est obsédé
par la notion, on va dire, de marché. Mais vous avez vu durant cette présentation que quand même le capitalisme, l'ultralibéralisme revient fréquemment. De toute façon, moi, je suis de ceux qui pensent, et je l'ai dit déjà plusieurs fois, que on ne peut pas allier le libéralisme et le conservatisme. C'est-à-dire ce qu'on appelle le libéral-conservatisme est pour moi une chimère, ça n'existe pas. C'est ce qu'avait voulu faire Ronald Reagan, ça marche sur le court terme, mais sur le long terme, on se rend compte que tu ouvres une boîte de Pandore et que forcément, si tu es ultra-libéral d'un point de vue économique, l'ultralibéralisme de la société d'un point de vue économique va forcément engendrer à terme, peut-être 5 ans, 10 ans, 15 ans, ça dépend des mutations de la société, mais ça va entraîner de facto pour moi si tu veux, un basculement en fait au niveau sociétal. C'est-à-dire que forcément tu vas libérer les mœurs. Pour moi, c'est d'une logique implacable. C'est-à-dire que, par exemple, si tu ouvres le marché ouvrir le marché, je prends un exemple tout con. Tu dis, tu es ultra-libéral, tu dis on va ouvrir le marché. Ok, très bien. Donc, on peut tout marchander. Oui, ok. Donc, on peut marchander les relations entre les hommes et les femmes sentimentales. Ok, oui, on peut. Donc, on va créer une application, j'en reviens à Tinder, qui permet en gros de faire rencontrer des hommes et des femmes. Oui, très bien. Donc, sur le coup, on se dit, bon, voilà, on a libéré le marché. Il y a Tinder qui a été créé, c'est cool, ils vont faire de l'argent, etc. Sauf que des trucs comme ça, c'est pas anodin. Ça va forcément avoir un impact sur la société qui va être énorme. C'est comme l'avènement des réseaux sociaux. L'avènement des réseaux sociaux, ça vient au départ d'une volonté libérale, c'est presque même une utopie pour leurs créateurs. Et regardez à quel point ça a transformé et muté nos sociétés. Donc forcément, ça suit. Anecdote plutôt intéressante, Ronald Reagan est le président qui a créé la chaîne de télé MTV pour au départ, en gros, exporter les clips américains à l'étranger. Amusez-vous aujourd'hui à regarder MTV, c'est le chantre du progressisme. On ne peut pas faire mieux. Donc, vous voyez bien que un truc qui peut se passer à un moment A, on se dit, ouais, c'est du libéralisme, c'est bien, ça va rapporter de l'argent, ça va donner de la puissance à la classe moyenne, ça va forcément provoquer des mutations dans la société énormes. Et donc tout ça pour dire que je pense que Christopher Lash était extrêmement conscient de cette problématique et donc ça faisait que beaucoup de conservateurs ont validé. Il faut savoir que c'est mon avis perso, mais les conservateurs ont l'intelligence, dans leur grande majorité, à être dans le compromis. C'est ce que disait Roger Scruton, c'est-à-dire voilà, à lire un peu tout, à trouver des bonnes idées partout. Ce qui n'est pas le cas de la gauche. D'ailleurs, on voit très bien que les conservateurs ont accueilli Christopher Lash à bras ouverts et que la gauche l'a jeté comme une merde. Donc, c'est pas étonnant. Donc, je pense que lui, il n'a pas, si tu veux, viré de bord à proprement parler, juste parce qu'il était libre intellectuellement et qu'il a juste été lucide dans son analyse, c'est tout. Ouais, c'est un petit peu pour prendre le mot de Bock-Côté, un petit peu cette définition du conservatisme qui est une espèce comment dire, de scepticisme sur le progressisme, c'est-à-dire vouloir, comment dire, ne pas forcément rejeter le progrès, en tout cas l'accompagner avec un regard un peu sceptique. Et finalement, Christopher H se met peut-être plus dans cette rangée-là. Donc aujourd'hui, comme pas mal de penseurs français qui sont considérés comme ce qu'on appelle les néo-réacs, ça parce qu'ils ont une pensée qui peut être critique sur certains points du progressisme ou du libéralisme. Ensuite, pour revenir sur ton point concernant le mélange entre le libéralisme et le conservatisme, je sais que c'est un procès qui a beaucoup été fait à l'époque, en 2017, à François Fillon, puisqu'il se revendiquait conservateur et libéral. Et tu penses que ce déséquilibre, enfin, il y a forcément un déséquilibre quelque part, le conservatisme le prend, ne peut pas plutôt prendre un petit peu le dessus sur le libéralisme, ou le libéralisme peut prendre le dessus sur le conservatisme? Tu évoquais Reagan, mais peut-être que le conservatisme pourrait prendre le dessus sur le libéralisme, et ça donnerait pas forcément un ultra-libéralisme, comme tu disais. D'ailleurs, ça, je pense qu'il faudrait le définir. Il y a des personnes dans le chat qui demandent est-ce que tu définis ce qu'est l'ultralibéralisme? Ben, l'ultralibéralisme, c'est, comment on pourrait dire, ben, c'est ce que je vous disais, c'est-à-dire jouir de tout sans entrave. Mais en fait, faut savoir que les choses, et comme ça répondra à la question sur François Fillon, les choses se font sur le temps long. C'est-à-dire que un mandat, c'est quoi en France? C'est 5 ans, en gros. Imaginons, François Fillon devient président et il fait du libéral-conservatisme, comme je vous ai dit. Et imaginons,
dans les, comment ça s'appelle, dans les quinquennats d'après, on va dire, ses successeurs gardent cette idée. C'est-à-dire qu'ils restent sur la ligne de François Fillon. On commence pas à mettre de l'alternance dans le lot, sinon on va pas s'en sortir. Donc, imaginons cette possibilité. Au début, forcément, ça peut marcher. Et d'ailleurs, ça a très bien marché pour Reagan, il faut être franc. Reagan, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, il a quand même mis fin au communisme, il a régalé la classe moyenne, il a fait donc un véritable retour de l'Amérique sur le devant de la scène. Bon, il n'y a, pas- y a pas eu d'omelette sans casser des œufs, hein. L'Amérique du Sud pourra en témoigner. Mais toujours est-il, c'est que la tactique Reagan a marché. Tu vois, la Reagan économique, dans un court terme. Dans un long terme, ça a été un petit peu plus compliqué. Et pour moi, en fait, on démarre toujours par un libéralisme, mais plus on va ouvrir des brèches, plus on va atteindre un ultralibéralisme. Parce que quand tu ouvres des brèches, il faut savoir que derrière, il y a quoi? Il y a des lobbies, il y a des patronats. Je ne suis pas marxiste, hein. J'emploie certains termes propres à eux, mais en même temps, c'est les termes qui existent, quoi. Donc, tu vas avoir les lobbies, les syndicats, les patrons, les syndicats de patrons hein, notamment, hein, qui vont, on va dire, te faire pression pour aller toujours plus loin. Et toi, vu que tu es dans une dynamique de je ne fais pas la politique, comme on a dit tout à l'heure, pour faire des réformes concrètes qui changent la vie des gens, mais pour plaire à un électorat, tu vas aller dans le sens de cet électorat-là. Puisque d'ailleurs, c'est électorat Fillon, quoi. L'électorat Fillon, c'est la bourgeoisie, en gros, ou la classe moyenne, pour vraiment faire très simple, quoi. Donc, forcément, tu vas en fait ouvrir des brèches qui va aboutir, pour moi, à de l'ultralibéralisme, donc c'est-à-dire ce qu'on ne connaît pas, attention, en France aujourd'hui, parce qu'en France, il faut faire marcher un système social qui, on va dire, est extrêmement lourd. En France, on n'aura jamais, on va dire, les impôts qu'ils ont aux États-Unis parce que les Américains sont dans une logique de tu marches ou tu crèves. Si tu ne suis pas la cadence, tu tombes sur le bas-côté, on ne te ramasse pas. Et il faut comprendre que les Américains, malgré tout, ont une économie qui peut être très dirigiste et très protectionniste, ce qui n'est pas souvent notre cas. Et je pense que ce qui est intéressant pour les conservateurs, c'est tu peux à la fois allier, on va dire, une baisse des charges, parce que c'est ce que veulent les gens. En fait, quand la plupart des gens pensent au libéralisme, ils pensent en fait à la baisse des charges. Mais il faut savoir que le libéralisme, en fait, il y a un problème de définition. Parce que les libéraux dans les pays anglophones, c'est pas forcément juste ceux qui sont pour des taxes en moins, puisque les républicains, c'est pareil pour eux. Républicains et démocrates veulent alléger le plus possible les taxes. Un peu moins pour les démocrates depuis quelque temps, mais en tout cas, il y a une logique, on va dire, aux États-Unis, des taxes basses le plus possible pour développer l'entreprise, etc. Et parce qu'ils n'ont pas un État-providence à nourrir. Mais eux, c'est en gros les libéraux sur le plan de vue sociétal, donc c'est-à-dire mariage pour tous, GPA, PMA, etc. Mais pour moi, les deux se suivent. Parce que forcément, si tu ouvres par exemple la GPA et la PMA, tu ouvres donc à la marchandisation. Après, c'est un débat, certains vont aimer, pas aimer, mais tu ouvres à la marchandisation donc de l'enfant, en quelque sorte. Donc, les deux sont pour moi liés. Et même si dans le court terme, tu penses que ça ne l'est pas, sur le long terme, ça va l'être. Je ne sais pas D'accord. si ça a répondu à ta question. Ouais, si, si, carrément. Alors on va passer à d'autres questions. On a une question de Vorgesker ou Vorgesker, je suis désolé. Le narcissisme n'est pas plutôt nécessaire à un certain degré chez le politique car il traduit excusez-moi, j'ai perdu la question. Voilà, c'est bon. Car il traduit également une confiance en soi et une stabilité décisionnelle. Avec un point d'interrogation évidemment à la fin. Oui, non, mais bien sûr, c'est que le narcissisme, il ne faut pas le voir comme de facto quelque chose de négatif. Le problème de Christopher Lasch, si je pouvais en gros donner un petit peu un bémol à son livre, c'est que lui, il voit le narcissisme dans la société, de manière globale, générale. Et il ne se focalise pas vraiment en fait sur les cas particuliers. C'est-à-dire que voilà, il va te définir au début les différents types de narcissisme, mais il ne va pas prendre en compte les avantages personnels que cela en fait peut engendrer.
Bien sûr qu'être narcissique, ça peut avoir de gros avantages. La confiance en soi sans tomber dans du développement personnel ce soir, c'est pas l'idée, mais ça doit être un moteur pour toute personne qui a envie de se développer, que ce soit dans son milieu privé, que ce soit dans le milieu pro, c'est devenu une nécessité aujourd'hui d'avoir confiance en soi. C'est pas pour rien que des personnalités comme Jordan Peterson ont explosé pardon, à l'échelle internationale. C'est parce qu'il essaye de redonner des clés à des jeunes hommes surtout, mais également à des jeunes femmes qui ont perdu cette confiance-là. Donc le narcissisme, c'est pas quelque chose, on va dire, de mauvais, mais il faut pas tomber après dans une adoration de soi où on perd toute forme de discernement, etc. Et là, en fait, on rentre par contre dans la pathologie, c'est-à-dire quand on commence vraiment à s'aimer, à pas écouter les autres, à estimer qu'on est au-dessus des autres, qu'on est supérieur en tout point. Quand on va parler, par exemple, à des gens dans la rue qui ont des jobs qui sont moins prestigieux que nous, qui sont moins intelligents que nous, on va les juger. Ça, après, on tombe dans une forme de narcissisme bête et méchant. Mais je pense que avoir un fort ego, ça peut vraiment aider parce que c'est une volonté de gagner en puissance. Si tu n'as pas un fort ego à 20 ans, que t'as le monde est devant toi, le monde est à toi, c'est dommage. Forcément, tu vas, on va dire, te tirer des balles dans le pied tout seul, quoi. Enfin, pour moi. Bah, du coup, tu mentionnais, ce fameux, Jordan Peterson qui est, je crois, l'auteur de, c'est un livre un peu de développement personnel, c'est ça? 7, je crois c'est 7 idées, je j'ai plus le titre. Est-ce que tu te souviens C'est du 12 règles pour une vie. Ouais, c'est 12 règles pour une vie, 12 en règles gros. pour Et une il en vie, a voilà. sorti Et il y ouais, avait qui fait il y 24. avait justement une chronique de Ginny Bastille dans Le Figaro, sur ça. Très bien, c'est comme ça que j'ai découvert et c'est vrai que c'est vraiment pas mal. Et c'est là justement qu'on a eu tout ce mouvement un petit peu au niveau autour du développement personnel. Il y a beaucoup de personnalités qui montent un peu autour de cette, on va dire entre guillemets «mouvance» ou cette pratique, du développement personnel et j'imagine que c'est lié. Ensuite, on a une question de Jules, Laine. «Salut le doc, petite question, penses-tu que le libéralisme à moitié développé en Chine va faire chuter le parti communiste chinois?» Alors, c'est une très très bonne question. J'ai partagé un article, c'est peut-être un gars qui me suit sur Instagram, parce que j'ai partagé il y a quelques jours de ça, je crois il y a une semaine, un article qui était sur Unheard, donc pour faire simple, c'est le Figaro Vox en Angleterre. Et c'était un article qui expliquait qu'en gros, bon, c'était une théorie que je connaissais déjà dans des livres que j'avais lus sur la Chine, et j'en ai parlé d'ailleurs dans une vidéo qui s'appelait Comprendre la Chine. C'est qu'en gros, aujourd'hui, le Parti communiste chinois est très emmerdé, parce qu'en gros, si vous voulez, et ça rejoint en fait une question, ce qu'on disait tout à l'heure, j'enverrai l'article, j'essaierai de le mettre sur le Discord de Génération Z après, et pour ceux qui écoutent en podcast, ben, pas de chance pour vous. C'est en gros, euh, c'était une dame, je crois. Elle expliquait qu'en fait, la Chine était arrivée à un moment où elle avait développé donc le socialisme de marché sous Deng Xiaoping, qui est en fait un capitalisme avec des esclaves consacrés, quoi. Et en fait, donc ça a créé une classe moyenne supérieure en Chine qui n'existait pas à l'époque. Et donc, en fait, il y a eu un processus en quelque sorte d'américanisation, notamment avec des concours d'entrée à l'université, avec des systèmes de prépa, etc. Où en gros, ben, les fils de membres du Parti communiste ou les fils de notables de la classe moyenne supérieure arrivaient à avoir des fonctions, tandis que les autres nourrissaient une rancœur et une haine envers cela, et ils estimaient qu'en fait, on avait perdu ce qui était l'essence même du communisme, c'est-à-dire une société où tout le monde est égaux, il n'y a pas de hiérarchie, et tout le monde part avec, on va dire, les mêmes chances, ce qui est en fait antinaturel. Le communisme repose sur des bases antinaturelles, puisque l'homme, par définition, a des caractéristiques qui diffèrent d'un individu à un autre, c'est notre individualité. Le régime communiste pourrait marcher dans un pays composé de robots qui ne pensent pas, qui ont les mêmes caractéristiques physiques, etc. Là, ça pourrait marcher. Mais clairement, dans une réalité, le communisme ne marche pas. De toute façon, on l'a vu ce que ça a donné dans l'histoire, et qui ne commence pas à nous sortir l'exemple de Cuba, parce que
Cuba, c'est pas non plus le paradis, quoi. Mais bon, tout ça pour dire que il y avait le développement d'une jeunesse chinoise qui voulait un retour à une Chine plus communiste que ce qu'elle l'est maintenant. Donc en fait, on a une jeunesse qui est divisée entre deux entités, des jeunes Chinois qui veulent un retour du communisme encore plus fort que ce qu'il est actuellement, c'est-à-dire vraiment un retour au maoïsme. Et de l'autre, on a donc des jeunes Chinois qui font partie de la classe moyenne ou classe moyenne supérieure, qui voyagent, vont à l'étranger, s'habillent en marque, qui sont forcément, même si les Chinois ont une autre vision d'eux-mêmes, qu'ils estiment qu'ils sont l'empire du milieu et qu'ils sont au-dessus, ils sont quand même sensibles au libéralisme et à certaines idées de progrès, entre guillemets, gros guillemets. Et l'article se finissait en disant que le Parti communiste chinois, j'essaye de vous sortir la phrase à peu près, le Parti communiste chinois essaye de prendre les avantages du libéralisme économique sans être impacté sociétalement. Et c'est ce que je vous disais tout à l'heure en fait. Donc c'est pour vous dire que même la Chine, qui est un pays qui pourtant a un bras armé idéologique de malade, qui a un contrôle sur sa population, qui est peut-être avec la Corée du Nord le contrôle le plus hors norme possible. Moi, j'ai eu la chance d'aller en Chine il y a quelques années, j'ai vraiment pu le constater. Si vous allez sur la place Tiananmen, c'est un épisode de Black Mirror, quoi. Vous avez des caméras partout, vous vous sentez vraiment espionné, quoi. C'est un endroit très particulier. Pour vous donner une idée, notre guide, je tergiverse un peu, mais on est lancé. Notre guide était là. J'avais fait un peu le taquin. J'avais demandé, mais qu'est-ce qui s'est passé sur la place Tiananmen? Il n'y a pas eu des manifestations? Et elle était là en mode, oui, ce jour-là, il y a eu des sirènes, mais je ne sais pas ce qui s'est passé. Voilà. Bon, ça vous laisse une idée. Et donc, même eux sont très inquiets. Alors que pourtant, ils ont un contrôle de leur population qui est hors norme. C'est parce qu'ils ont très bien compris ce que je vous disais tout à l'heure, qu'on ne peut pas à la fois avoir tout l'intérêt du libéralisme économique sans être impacté sociétalement. Et attention, je vous parle que je faisais partie de ces gens-là qui étaient vraiment des tenants du libéral conservatisme, qui estimaient que les deux étaient possibles, oui, sur le court terme. Puisque d'ailleurs, c'est ce que dit l'article, c'est qu'ils ont peur sur le long terme. Je vous le mettrai d'ailleurs si vous voulez après. Bon, l'article est en anglais, mais vous faites clic droit, traduire en français et c'est bon, quoi. Voilà. J'espère que ça a répondu à la question de Jules. Et ensuite, je pense qu'on peut un peu conclure sur cette question. Je suis désolé, il y a quelques questions qui n'ont pas été posées, mais on fera quelque chose. De toute façon, vous aurez l'occasion de poser des questions au doc sans aucun problème. Hem, Finalement, bon là, c'est une question qui nous intéresse tous, je pense, hein, puisqu'on est sur Génération Z après tout, le mouvement de jeunesse derrière Éric Zemmour. Je vais te poser la question que tu attendais probablement, qui est, que penses-tu de la potentielle candidature d'Éric Zemmour et du personnage, de l'idéologie qu'il peut porter et tout simplement ses idées? Alors, moi, j'aime beaucoup Éric Zemmour pour plusieurs choses, en fait, qui, pour moi, sont déterminantes pour enfin, ce dont on a besoin, quoi, en fait, dans notre pays. C'est d'une part, Éric Zemmour a prophétisé la plupart, donc, des événements qu'on connaît aujourd'hui depuis les années 90. Alors, la plupart des gens penseront que c'est que sur la question de l'immigration. C'est faux, c'est mal connaître le travail d'Éric Zemmour, puisqu'il a écrit sur de nombreux sujets, notamment sur le féminisme d'ailleurs. Et ce qu'il faut savoir, c'est que je pense que vous devez le savoir si vous êtes à Génération Z. Éric Zemmour écrit donc toutes les semaines dans le Figaro Vox et ailleurs. Et je vous invite vraiment à lire ces articles d'opinion qui concernent vraiment tous les sujets. Et il a une analyse particulièrement juste sur la plupart des sujets. Donc, bloquer Éric Zemmour sur des considérations toujours en lien avec l'islam, l'immigration, c'est un petit peu le sous-côté pour moi. C'est un petit peu le prendre pour ce qui n'est pas, premièrement. Deuxièmement, je pense que Éric Zemmour a un courage politique qui est hors norme, même un courage de base. C'est-à-dire que moi, j'aime beaucoup le texte de Solzhenitsyn du déclin du courage, qui pour moi est un autre texte véritablement qu'il faut lire pour comprendre notre époque. Et Solzhenitsyn explique bien qu'on a
une perte du courage en politique, parce que les hommes politiques veulent juste se faire élire, gagner en puissance et ne pas faire de, comment on pourrait appeler ça, de réformes ambitieuses, parce que qui dit réforme ambitieuse dit de facto tu te fais pas aimer, etc. Je pense que Éric Zemmour n'a que faire de tout ça, de la popularité en quelque sorte. Pourquoi? Parce qu'il vit déjà depuis plusieurs années avec une haine d'une partie de la population qui est exacerbée. Pas tout le monde, et je vais y revenir plus loin. On me racontait encore une anecdote sur Éric Zemmour où il n'est pas rare que quand il marche dans la rue, il se fasse copieusement insulter, etc., assez lâchement d'ailleurs. Donc, et malgré tout, on m'a dit qu'il assumait toujours, tu vois, c'était pas le gars qui se défilait, c'est-à-dire vraiment, il se défendait. Et ça, c'est ce qui manque véritablement. C'est-à-dire qu'il a tellement été, pour moi, cet homme, il a tellement été frappé de tous les côtés, invectivé, etc., qu'il est arrivé à un degré de presque de stoïcisme où il accepte tout. Donc, en fait, quand les gens disent oui, Éric Zemmour, président, mais est-ce qu'il ferait un bon politique? Mais alors, c'est quoi pour un bon politique? C'est ça la question. C'est une serpillère. Alors, si un bon politique, c'est une serpillère qui n'assume pas ce qu'il dit, qui, est, qui parle beaucoup mais qui agit pas, dans ce cas-là, non, je pense pas que Éric Zemmour sera un bon politique, si c'est ça leur vision du politique. Moi, ma vision du politique est différente. C'est un homme qui assume sa pensée, qui va au bout. C'est un train que personne n'arrête. C'est quelqu'un qui ne se laisse pas intimider par les journaux, par une partie de, comment on pourrait dire, de la population qui peut être contre lui. Et je pense qu'en ce sens, Éric Zemmour peut apporter quelque chose d'intéressant. Ensuite, je pense qu'on est dans une logique, comme j'avais dit, à l'Institut des libertés d'américanisation, avec des bons côtés et des mauvais, mais l'un des bons côtés, c'est qu'on va sortir de cette logique, s'il se présente, de l'énarque qui a fait Sciences Po Paris, l'ENA, etc., qui se présente en politique. On en a assez de ça, on a vu que ça ne marchait pas, on a vu qu'ils étaient déconnectés de la réalité des citoyens. Il nous faut donc un retour du pragmatisme en politique. Et le pragmatisme, on le trouve où? On le trouve principalement dans la société civile. Parce que ces gens-là ne vivent pas en fait dans la société civile. Ils vivent dans une sphère qui est autre. Et de ce fait, on ne peut même pas leur en vouloir. Ils ne peuvent pas comprendre la vie des citoyens lambda puisqu'ils ne sont pas citoyens lambda. Alors certains me diront, oui, mais Éric Zemmour n'est pas aussi une personne lambda. Je serais d'accord, mais ce n'est pas, comment on pourrait dire, ce n'est pas un homme politique qui est complètement déconnecté. Il est quand même journaliste, il est quand même très alerte, on va dire, il analyse la société, il prend le pouls. Le politique, il veut juste se faire élire. Après, il y a des politiques qui veulent agir au quotidien, c'est pas ce que je dis. Mais dans la grande majorité des cas, le politique veut plaire, comme je vous ai dit dans le cadre de cette conférence. Donc pour plaire, des fois, il faut gommer certaines vérités dérangeantes. Autre fait, je pense que Zemmour a un potentiel électoral qui peut être assez large, assez important, parce qu'à mon avis, il est plus aimé que ce que les gens veulent faire croire. Je pense que une grande partie de la population française, même une grande majorité, valide les propos d'Éric Zemmour, mais ne les assume pas publiquement. Et c'est quand même dingue pour une personne qui soit autant détestée, comme on veut le faire croire, qu'il vende autant de livres, qu'il ramène autant de gens, on va dire, tous les soirs devant Face à l'info, qu'il a, on va dire, un groupe de jeunes militants, Génération Z, qui sont quand même très, très motivés. C'est-à-dire qu'on prend par exemple tous les partis du genre LR, PS, etc. Même à l'époque où ils étaient à leur faste, à leur hégémonie, je crois qu'ils n'avaient pas une dynamique aussi forte avec des jeunes qui voulaient autant faire gagner un candidat. Comme je l'ai dit à l'Institut des libertés, je pense qu'Éric Zemmour a l'Internet avec lui, a l'Internet de droite avec lui. Il a aussi le phénomène des memes, donc, ou même, enfin memes, je ne sais pas comment on dit, qui avait été théorisé par Richard Dawkins. Donc c'est en fait tout ce qu'on connaît aujourd'hui, quoi, les petites images un peu sympas, là, enfin voilà, on connaît, quoi. Et tout ça, en fait, participe à un terreau favorable. Est-ce que ça va être suffisant? Je ne sais pas, je ne pourrais pas vous le dire, mais je pense que c'est souhaitable qu'il se présente. Et moi, je vais suivre donc ça de très près.
je ne serais pas là à Génération Z à faire ma deuxième conférence si je ne validais pas à 100%. Moi, ce que je veux voir surtout, c'est l'émergence dans les années à venir d'une nouvelle élite politique qui est animée par le courage. Voilà, c'est tout ce que je veux voir. Et si un jour, moi, je dois aller dans l'arène, notamment dans la structure qu'il va créer, je signe de suite. Je vous le dis de suite. Voilà. Donc, je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Je pense que si, quand même. Oui, Je connais pas. je pense que, on a une réponse, on a un converti, ici, écoutez, parfait. Bah, je pense Voilà. Voilà. qu'on peut conclure là-dessus. Merci en tout cas pour cette conférence. Alors juste une, toute petite dernière question, est-ce que tu verrais quelqu'un d'autre, à ta place là tout de suite, un autre invité, est-ce que tu appellerais quelqu'un d'autre à participer à une conférence, pour Génération Z ou un entretien? Ouais, moi, je verrais bien Cormier-Denis. Cormier-Denis, Je évidemment. Alexandre Cormier-Denis, bien sûr, parce que pour juste faire une phrase sur ça, j'ai beaucoup de respect pour leur combat. Je pense il est salutaire. Je pense que la France a longtemps tourné le dos au Québec. Il faut mettre un terme à ça. On n'a peut-être pas un destin commun, mais on a des problématiques qui se ressemblent. Donc, je pense qu'il faut se soutenir. Et j'invite Cormier-Denis à venir sur Génération Z. Et je pense qu'il acceptera pour en avoir discuté une fois avec lui. Donc Ça marche, voilà. OK. Bah, en tout cas, merci beaucoup pour cette conférence. Alors je remercie toutes les personnes qui sont venues. N'hésitez pas à cliquer sur le bouton suivre, à nous rejoindre. On va s'activer un petit peu plus sur Twitch. On a une programmation qui est en route avec des revues de presse, des trucs, des émissions un peu à droite à gauche pour vraiment, donner, une dynamique à la chaîne Twitch, parce qu'on voit que ça plaît beaucoup. Donc vous inquiétez pas, on va tenir tout ça. Et on remercie, vraiment le doc, d'être passé. N'hésitez pas à rejoindre, aller sur sa page YouTube évidemment, retrouver toutes ses vidéos, du grand contenu, très intéressant, très passionnant. Il fait également des entretiens et ce genre de choses. Donc n'hésitez pas. Et sinon, bah, pour le reste, rejoignez-nous sur les réseaux sociaux. Voilà, Corsinu fait le travail, toujours encore, hein, notre bon Corsinu. Et je vous souhaite une excellente soirée, un bon dimanche soir et un bon début de semaine. Et salut à tous. Et l'Italie a égalisé. Bon, c'est nickel. Salut. Ciao les darons.